Donc merci à vous toutes et à vous tous. Alors c'est pas fait exprès, hein, l'organisation de l'espace. Je vous assure qu'on l'a pas préparé, mais en tout cas merci beaucoup, Madame Claire Vaizan. Vous représentez le groupe Engie, qui donc est un partenaire majeur cette année du World Impact Summit. Je vous en remercie beaucoup et de votre présence qui est précieuse aujourd'hui pour nous pour aborder cette thématique qui est majeure, qui est celle de la décarbonation. Vous allez voir qu'on va la regarder, on va la décortiquer un peu sous tous les angles, en quelque sorte, en tout cas ce qu'on pourra, pendant cette heure à peu près de table ronde. Merci beaucoup. Monsieur Alain Rousset, je suis un peu dans le désordre, hein, veuillez m'excuser. Vous êtes donc président, je n'ai pas besoin de le répéter, de la région Nouvelle-Aquitaine, qui sur ces questions de décarbonation également fait office d'initiatives nombreuses. Vous allez peut-être pouvoir nous en évoquer. On a eu l'échelle régionale, on a eu l'échelle municipale, on aura donc l'échelle européenne, et donc on aura l'échelle régionale. Monsieur Marc Blanchet, vous représentez le groupe Orange France. Merci beaucoup, là aussi, de vous être déplacé. On va regarder comment un grand opérateur de télécommunications prend en compte cette question de la décarbonation. Monsieur Solos, même histoire pour le groupe Michelin. Comment un grand groupe industriel comme celui-ci s'est mis, je dirais, à la décarbonation depuis quelques années et continue d'ailleurs à le viser dans ce sens-là. Et Madame Pature, je vous remercie également de votre présence. Et vous allez nous évoquer aussi, puisqu'il y a plusieurs leviers dans cette table ronde, le levier, pas seulement, mais qui est aussi financier, qui est majeur, évidemment, pour arriver vers ces voies de la décarbonation. Ça ne se fait pas tout seul, mais voilà, on abordera aussi d'autres sujets. Écoutez, Madame Vaizan, je vous propose de démarrer, comme on l'avait prévu. Peut-être ce que j'avais proposé à nos camarades de débat, en quelque sorte, ce matin, c'est d'avoir tous une petite introduction, voilà, de nos propos, pour ensuite partager quelques questions ensemble pour essayer de faire table ronde et pas seulement, je dirais, cérémonie, quoi. Voilà, donc Madame Claire Vaizan, à vous de démarrer. Vous allez peut-être nous évoquer, avant de parler des leviers de la décarbonation, peut-être qu'on pourrait parler des enjeux. Ça serait un premier regard. Merci beaucoup. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, et très heureuse d'être dans ce panel très bien entouré. N'est-ce pas? Alors, un mot sur effectivement les enjeux de la décarbonation. D'abord une remarque. Aujourd'hui, la nécessité de la décarbonation fait consensus. Je pense qu'il faut qu'on s'arrête 2 minutes sur ce sujet-là. Ça n'était pas le cas il y a encore quelques années et c'est une très bonne nouvelle. On a évidemment un défi collectif qui est absolument majeur, qui est le défi de réussir à concilier la croissance économique avec, quelque part, l'avenir de l'humanité. On dit l'avenir de la planète. Quand on parle de réchauffement climatique, plus que la planète, c'est l'humanité qui est en jeu. Donc, la nécessité de réussir à cheminer ensemble vers la neutralité carbone est désormais une évidence et il faut s'en réjouir. Alors, une fois qu'on s'en est réjoui, il reste qu'il faut trouver un chemin. Et pour moi, c'est aujourd'hui le principal enjeu, c'est de trouver ce chemin pour avoir une décarbonation, une transition vers la neutralité carbone qui soit à la fois abordable et résiliente. Abordable et résiliente, ça veut dire quoi? Abordable d'abord, je pense qu'il n'y a pas besoin de beaucoup solliciter notre esprit aujourd'hui pour se dire que la question du coût de l'énergie est une question qui est majeure. Elle est majeure pour les entreprises, elle est majeure évidemment pour nos concitoyens, pour les ménages. Donc première chose, il faut que cette transition énergétique soit compatible avec une économie compétitive et avec le pouvoir d'achat des ménages. Ça doit être une transition abordable. Deuxième chose, transition résiliente. Ça veut dire quoi, une transition résiliente? Eh bien, ça veut dire tout simplement que l'énergie occupe une place tellement importante, tellement centrale dans nos façons de vivre, de consommer, de produire, que nous ne pouvons pas nous retrouver dans une situation dans laquelle nous manquerions d'énergie. Il faut assurer l'approvisionnement énergétique qui est nécessaire à l'ensemble des activités économiques. Donc, principal enjeu, la décarbonation fait consensus. Principal enjeu, faire en sorte que la transition soit abordable et soit résiliente. Et pour ça, on va avoir l'occasion, bien sûr, d'y revenir dans cette table ronde. Ça veut dire à la fois consommer moins d'énergie et consommer mieux. Donc ça renvoie à toutes les problématiques de l'efficacité énergétique. Et puis, ça veut dire consommer une énergie plus verte, l'ensemble des énergies plus vertes.
Merci beaucoup, Madame Clairvezan, d'avoir posé les bases de ces discussions. Je me retourne vers Monsieur Alain Rousset. Donc, merci encore une fois de votre présence. On vous avait évidemment retrouvé l'an dernier, je ne sais pas si vous en souvenez, mais en visio. Cette fois-ci, on a le plaisir de se réunir, j'espère encore pour quelque temps. Donc, Monsieur le Président, quelle vision régionale, en quelque sorte, et quelle particularité de la Nouvelle-Aquitaine sur cette question de la décarbonation? Et merci de votre présence. Bien, bonjour à toutes et à tous. La particularité de la région, d'abord sur le plan physique, je dirais, c'est qu'on est une des régions de France où le réchauffement climatique est le plus important. Pour des raisons qu'on n'a pas encore su déterminer. Est-ce que ce sont les courants marins? Est-ce qu'on est proche de l'Espagne Et à partir de là, il y a une douzaine d'années, on a décidé, d'abord en Aquitaine, puis maintenant dans la grande région, de travailler avec des centaines de scientifiques, autour au départ d'Hervé Le Treut, et puis de Vincent Bretagnol ensuite, au niveau de la biodiversité, pour objectiver, documenter, renseigner et accélérer cette transition. 450 scientifiques qui continuent de travailler avec nous. Et nous avons sorti de cela plusieurs ouvrages et une feuille de route globale de toutes les compétences de la région qui s'appelle Néoterra, que l'on va compléter sur le plan de la transition, de la décarbonation. Et j'ai signé il y a un an une convention, il y a plus d'un an, une convention avec toute l'agriculture de Nouvelle-Aquitaine sur cette feuille de route Néoterra. Alors c'est pas simple parce que le diable est dans le détail et qu'il faut que tout le monde soit accompagné, soit parfois poussé vers l'agroécologie en l'occurrence. Nous avons mis en place des politiques spécifiques aussi sur la production de gaz vert, parce qu'on sait que tout ce qui est fossile est la principale source de dégagement de gaz à effet de serre. Nous mettons en place aussi une politique de reconquête technologique, tout simplement parce qu'en matière de bilan carbone, quand on regarde tout ce qui tourne autour de la planète pour fabriquer un vélo, pour fabriquer des outils technologiques ou numériques ou électroniques, on voit que le bilan carbone est catastrophique. Donc il faut qu'on redessine cette notion de souveraineté européenne par des sauts technologiques. On ne va pas fermer des usines en Chine pour les ouvrir aux mêmes conditions syndicales, sociales, environnementales qu'il y a en Chine. Donc il y a toute une réflexion. On sort d'une période de délocalisation massive. Cette délocalisation a été faite par une absence de pensée d'un certain nombre de grands industriels qui ont tétanisé la classe politique. Rappelez-vous de Tchuruk, la France sans usine. Et on le paye aujourd'hui au prix fort. Hein, vous avez des pénuries de médicaments, vous avez... Ensuite, il faut qu'on arrive, et nous le faisons depuis une dizaine d'années, d'accompagner les entreprises dans la notion de sobriété, pas forcément frugalité, mais au moins sobriété, et la notion de changement de la typologie énergétique. Comment, par exemple, un cimentier qui produit énormément de gaz à effet de serre peut passer à une autre énergie si ce cimentier, et je parle d'une entreprise de Nouvelle-Aquitaine, arrive à passer totalement à une autre énergie, une énergie renouvelable, on va faire baisser de 25% les gaz à effet de serre en Nouvelle-Aquitaine. Donc il y a un impact assez considérable. Et on accompagne la plupart des entreprises aujourd'hui dans des systèmes d'économie circulaire. Prenez les papetiers. Si vous utilisez un certain nombre de rejets qui peuvent être inflammables et produire de l'énergie et de la vapeur pour un papetier, vous baissez par définition sa consommation de gaz, sa consommation
ou d'autres types de produits. C'est ce que nous faisons en ayant à la fois donc une vision globale, un accompagnement avec les scientifiques, et puis en même temps avec des dossiers extrêmement précis, concrets, territorialisés. Très bien, merci beaucoup pour cette vision précieuse là également dans le débat, de la manière dont évidemment une institution, une organisation comme la région se saisit de cette manière-là. Merci beaucoup Monsieur le Président Rousset. Premier tour de piste, on continue. Madame Paturle, je vous propose de nous enrichir aussi de votre connaissance, notamment en termes de croissance économique. On sait que la transition écologique, je dirais qu'il n'existait quasiment pas en termes de financement, peut-être il y a encore une dizaine d'années, est en croissance aussi sur ce plan-là. Tant mieux, hein, évidemment, mais est-ce que vous pouvez nous en donner quelques détails? Merci beaucoup. Bien sûr. Bonjour à tous, et ravi d'être ici et de participer effectivement à cette table ronde où je crois les grands défis et les grands enjeux peuvent être valablement traités, puisqu'il y a à la fois des expériences et également des actions qui sont menées par tous les acteurs autour de la table. Alors moi, je représente ici le capital investissement. Donc le métier du capital investissement, qu'est-ce que c'est en quelques mots, hein, c'est d'accompagner les entrepreneurs, que ce soit des start-upers, sociétés innovantes de création récente, que ce soit également des chefs d'entreprise de PME ou même d'ETI, dans leurs projets de croissance. Alors nous, en tant que professionnels du capital investissement, qu'est-ce qu'on leur apporte? D'abord, bien sûr, des ressources financières, des fonds propres, sur lesquels ils font ensuite de l'effet de levier, mais c'est aussi notre savoir-faire, notre expérience, parce que le métier d'investisseur à côté d'un entrepreneur, c'est aussi mettre à sa disposition notre réseau, un écosystème. Et je crois que dans le domaine de la transition écologique, depuis plus de 10 ans, nous avons vraiment constitué un écosystème qui permet de favoriser les relations entre public, privé, grands groupes, PME, innovation qui sortent des laboratoires de recherche, parce qu'en France, nous avons quand même un privilège dans les domaines, que ce soit ceux de l'énergie, que ce soit de la mobilité, que ce soit du traitement des déchets ou du traitement de l'eau, d'avoir des universités et des universitaires et aussi des instituts de recherche de talent, et puis des entrepreneurs et des grands industriels, ils sont autour de la table. Donc nous, notre vraiment savoir-faire, alors Déméter en quelques mots, quelques chiffres, c'est le spécialiste, je dirais, de la transition écologique. Donc nous, depuis 16 ans que nous nous sommes créés, eh bien, nous accompagnons des entrepreneurs qui apportent des solutions pour mettre en œuvre la transition écologique et s'orienter vers effectivement la neutralité carbone à horizon 2050. D'ailleurs, on y reviendra sans doute, mais l'ADEME a sorti ses scénarios le 30 novembre, donc on est en plein dans l'actualité. On l'a évoqué en introduction. Oui, voilà, donc absolument. On y reviendra parce que même pour nous, ça a de l'importance, Tout effectivement, parce que la part qui est donnée à l'innovation, le capital investissement accompagne beaucoup les innovations avant que les industriels, je dirais, prennent le relais derrière, et j'en donnerai quelques exemples. Donc, en quelques mots, quelques chiffres. Donc Déméter, c'est un petit peu plus d'1 milliard d'euros qui est à la disposition des entreprises qui apportent des solutions à la transition écologique. C'est 180 entreprises accompagnées, 100 actuellement en portefeuille et une équipe de 40 personnes. À la fois en région, nous avons des bureaux à Bordeaux parce qu'il faut accompagner les entrepreneurs en étant près d'eux. Et puis également à l'étranger, nous sommes en Espagne, en Allemagne. Il faut les aider aussi à exporter. Alors, vous m'interrogez sur un chiffre, effectivement, parce que je suis présidente de la commission climat de France Invest, donc je suis sûre que ça vous intéresse. Oui. Et en financier, moi, je suis convaincue qu'il faut compter pour ce qui compte. Et donc, les investissements dans la transition écologique, ça fait maintenant 10 ans que nous les comptons chaque année, que nous les analysons. Et alors que nous investissions de l'ordre de 250 à 300 millions d'euros par an il y a 10 ans, l'an dernier, malgré une année difficile, on a investi plus d'1 milliard d'euros, un chiffre qui était similaire à celui de l'année passée. Et là, un véritable rebond depuis, je dirais, ce qu'on appelait la période post-Covid, mais je ne suis pas sûre qu'on puisse encore employer ce terme, mais depuis fin de l'année 2020, on a sorti des chiffres très élevé premier semestre 2021. On a investi
d'1 milliard d'euros, donc ce qui veut dire qu'on devrait faire 2 milliards d'euros cette année. Et en essayant de réfléchir entre nous, professionnels, nous avons pris l'engagement d'investir 5 milliards d'euros par an à horizon 2030 pour accompagner les entrepreneurs qui contribuent à développer des innovations et les transformer en business model. Et donc c'est fondamental. Créatrice de valeur, d'emploi aussi et de croissance. Parce que nous sommes convaincus que sobriété, oui, très bien, mais c'est plutôt vers l'innovation que nous nous tournons et l'accompagnement de cette transformation de l'innovation en entreprise et en business model. Voilà. Pathur, on en reparlera en effet tout à l'heure. Merci pour cette première vision. Je me retourne. On va faire des rebonds, on va se faire des passes tout à l'heure. Monsieur Marc Blanchet, merci beaucoup de vous équiper pour le groupe Orange. Alors, c'est intéressant que aussi, je dirais, les opérateurs de télécommunications se saisissent de ces enjeux de la décarbonation. Quelle première vision vous pouvez nous partager sur ce sujet ? Le secteur du numérique, globalement, en fait, il est au croisement du chemin. C'est-à-dire qu'on est à la fois un levier d'efficacité, une part de solution. Et on parlait tout à l'heure de déplacement, quand on a des solutions qui permettent d'éviter de se déplacer individuellement ou d'éviter de déplacer des outils, des industries. C'est évidemment un levier très fort face au coût des déplacements de manière générale. Toutes les solutions intelligentes qui allient de l'informatique, des capteurs au service de l'agriculture, du chauffage, de la gestion des villes ou autres, sont des outils de décarbonation. Sur le plan industriel, on a un certain nombre de pilotes aujourd'hui avec des industriels comme Schneider par exemple, sur ce qu'on appelle les usines 4.0. Et on estime aujourd'hui que ces technologies-là peuvent faire gagner de l'ordre de 20% d'efficacité énergétique. Donc le numérique est un élément contribue aux solutions face à ces enjeux-là. Mais en même temps, c'est un consommateur. Il a un impact carbone. Et évidemment, alors ça représente, je crois, en dépenses énergétiques, le secteur du numérique en France, c'est 3 à 4%. Orange, avec son réseau, son informatique, Orange en France, c'est 0,4% de la consommation énergétique du pays. Et c'est en croissance globalement, alors pas chez Orange, mais sur notre secteur, parce que les usages du numérique explosent. On le voit tous, on le vit au quotidien. Donc le challenge qu'on a comme opérateur, c'est évidemment à la fois de contribuer, de permettre d'utiliser le numérique au service de solutions pour la planète, mais aussi de maîtriser notre impact. Et c'est à ce titre-là qu'on a pris des engagements très forts en lien avec les accords de Paris de neutralité carbone en 2040. Ça a des gros impacts. Donc moi, je suis directeur technique d'Orange France, donc je suis en charge de tous nos réseaux, de nos data centers, de toutes ces choses-là qui consomment, alors principalement de l'électricité, certes, mais quand même. Est-ce qu'on est capable de faire baisser tout ça ? Alors évidemment, aujourd'hui, l'ambition est clairement oui, il n'y a pas le choix. On a une partie des leviers des solutions. La première très bonne nouvelle, c'est qu'une des grandes transformations qu'on a sur nos réseaux, c'est la fibre optique. On le voit tous, c'est un succès, ça pénètre partout, même dans les zones les plus rurales, dans la région en particulier, Monsieur le Président. Et ça, on oublie parfois, le déploiement de la fibre optique permet de diviser par 10 la consommation énergétique de tout ce qu'on fait sur l'Internet, sur ces réseaux-là. Et ce n'est pas une petite partie. Il y a 5 ou 10 ans, le fixe était les 2/3 de la consommation énergétique du réseau de l'opérateur Orange. Et donc sur ce pan-là, le déploiement de la fibre optique, où on est en France très en avance, on est le pays où la fibre pénètre le plus, à peu près 2/3 des logements en France sont aujourd'hui raccordables, connectables à la fibre optique, et d'ici 3-4 ans, ça sera extrêmement avancé. C'est un levier assez puissant pour baisser beaucoup, par 10. Alors à côté de ça, j'ai une difficulté un peu plus forte sur le monde du mobile. Parce que sur le mobile, non seulement on utilise de plus en plus, mais on veut une couverture toujours meilleure. Pour nous-mêmes, dans les zones les plus reculées, mais aussi pour les machines, pour l'agriculture, la connexion, ces objets connectés. Et chaque fois que vous rajoutez un site mobile, c'est une antenne, il y a de l'énergie au pied, il faut l'alimenter. Alors là aussi, il y a des solutions technologiques qui permettent de progresser. En passant de la 3G à 4G, en introduisant de manière intelligente la 5G, on a des effets technologiques qui contribuent. Mais il y a aussi ce que j'appellerais peut-être en reprenant votre terme, la sobriété de l'utilisation de ces technologies-là. Quand on déploie des antennes 5G, on a fait le choix de ne pas prendre les ingénieries les plus puissantes, certes qui assuraient un gros débit, mais avec un impact extrêmement fort. On travaille beaucoup ce qu'on appelle des green features, des programmations logicielles qui permettent d'adapter en fait la puissance et l'équipement des réseaux mobiles à l'usage. Typiquement, depuis plus de 2 ans, dans une partie du territoire, on ferme une partie de la capacité entre minuit et 6 heures du matin parce qu'il y a un peu moins de monde.
Alors vous allez me dire, c'est très simple. Oui, sauf que le moment où vous téléphonez, vous ne prévenez pas l'antenne une minute avant que vous voudrez téléphoner et qu'il est temps qu'elle se réactive. Et donc on a beaucoup de travail et énormément d'évolutions qui permettent d'améliorer. Et je pense qu'un des leviers, je finis là-dessus, je ne veux pas être trop long à ce stade, à côté de quelques grandes ruptures technologiques, c'est l'addition d'une toute une série de micro-initiatives qui permettent sujet par sujet de progresser. Et ça nécessite l'engagement de tous les salariés d'une entreprise, de tout notre écosystème et de nos clients, mais on y reviendra sans doute. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Blanchet, pour ce propos qui complète pour l'instant tout à fait le sujet. Monsieur Selos, je vous laisse conclure ce premier tour de piste. Donc vous représentez le groupe Michelin, je vous laisse vous présenter et nous présenter aussi à la fois l'engagement et la conviction du groupe, un grand groupe industriel sur ces questions de décarbonation. Merci. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Oui, alors effectivement, la raison d'être du groupe Michelin a toujours été d'offrir à nos clients une meilleure façon d'avancer. Et cette façon d'avancer, maintenant, elle doit être durable dans le temps. Et en tant qu'industriel, sur l'ensemble de 17 pays, on a 70 usines. Et la neutralité carbone est incontournable. Donc on s'est engagé, on a une feuille de route qui est écrite, et on l'a construite de façon très très simple, très pragmatique, du bon sens et surtout de la transparence. On a engagé avec nous 120 000 employés et il faut qu'ils soient avec nous, il faut qu'ils soient impliqués pour que ça soit un succès. Et donc notre démarche a été très simple. On s'est dit, pour éviter d'émettre, il ne faut pas consommer. Et donc éviter de la consommation, ça c'est le comportement de nous tous. Ensuite, de réduire la sobriété, réduire la consommation, recycler les énergies qui ne sont pas utilisées. Et donc ça, c'est les solutions à travers les solutions techniques, donc qui demandent des investissements qui sont assez compliqués, mais pas inabordables. Et le dernier point, c'est bien sûr d'acheter et de consommer de façon très raisonnée les énergies renouvelables. Une fois construit cette feuille de route, on a une conviction aussi chez Michelin qu'on appelle la conviction des 3 P. En permanence, on doit trouver toujours le meilleur équilibre entre le premier P de personne, people, le respect des personnes, la compréhension et l'engagement des gens. Le deuxième P de planète, le respect, la protection de la planète. Et enfin, le troisième P de profit, toujours engager à la fois nos investissements et nos frais d'exploitation au meilleur équilibre possible. On commence comme ça. Merci beaucoup. C'était l'idée de se présenter, puis d'avoir aussi, merci beaucoup à la salle de nous suivre aussi par vos applaudissements. Alors on va ouvrir le capot, si je me permets. Alors c'est pas trop le bon terme, parce que le capot, c'est pas vraiment décarbonation. Mais on va regarder un peu les circuits, quoi. Voilà. Je me retourne vers vous, Madame Clairvezan, pour vous poser une question mixte, et vous allez comprendre pourquoi je vous dis mixte. D'abord, nous évoquer rapidement les engagements d'Engie sur ce sujet. On l'a évoqué avec Orange, on sait très bien aussi, et Madame Émion les a évoqués tout à l'heure, qu'Engie s'engage de manière puissante sur cette question de la décarbonation. Et donc, premier sujet qu'on pourrait traiter ensemble, d'ailleurs, le principe du mix énergétique, voilà, qui me semble intéressant, qui est un terme peut-être qu'il faut définir, et puis expliquer aussi la manière dont Engie le traite. Voilà, merci. Merci. Alors, ça fait beaucoup de choses. Oui, je sais. On a peu de temps, alors j'accélère un peu mais je vous laisse le temps de les développer. Alors, première chose, les engagements d'Engie. Engie, comme vous le savez, est un grand énergéticien. Et pour une entreprise comme la nôtre, mettre la transition énergétique au cœur de notre activité, c'est un must. C'est un must parce qu'une entreprise énergétique qui ne met pas la transition énergétique au cœur de son activité, tout simplement, n'est pas durable. Ça, l'entreprise, le groupe l'a compris et nous sommes déjà très engagés sur ce chemin puisque nous avons déjà divisé par 2 nos émissions de gaz à effet de serre liées, par exemple, à notre production d'électricité. Donc, ça ne suffit pas, c'est un chemin et nous allons évidemment le continuer. Donc nous avons des engagements qui sont des engagements forts et qui sont des engagements clairs. Et j'insiste là-dessus,
parce que je pense qu'une chose qui est très importante en ce moment, à l'heure où chacun prend des engagements, c'est de s'assurer de la mesurabilité, de la certification des engagements que nous prenons. Donc nous avons pris pour le groupe un engagement de neutralité carbone sur l'ensemble de nos scopes, c'est important, l'ensemble de nos activités, et y compris l'aval, l'ensemble de nos scopes à horizon 2045. C'est un premier engagement fort. Deuxième engagement, ceci nous permet une trajectoire que nous allons faire certifier, qui sera une trajectoire qui sera bien en dessous de 2 degrés de réchauffement, enfin compatible avec bien en dessous de 2 degrés de réchauffement climatique, ce qu'on appelle well below. Troisième chose, évidemment pour un énergéticien, tout ceci se fait avec des engagements industriels forts. Les engagements industriels d'Engie en la matière, c'est en particulier la croissance de sa capacité de renouvelables. Vous savez que nous sommes aujourd'hui en France le premier développeur d'éolien et de solaire. Notre capacité de renouvelables aujourd'hui est un peu plus de 30 gigawatts. Nous allons la porter à 50 d'ici 2025, 80 d'ici 2030. Ça veut dire très concrètement que nous allons doubler de 3 gigawatts par an à 6 gigawatts par an notre rythme d'installation des énergies renouvelables en France et dans le monde. Ce sont des chiffres pour l'ensemble du groupe. Et puis, nous avons des objectifs spécifiques, on va y revenir, de développement de l'hydrogène vert et de développement aussi des solutions à l'énergie. Absolument. Alors, ce mix énergétique. J'en viens au mix énergétique. Le mix énergétique, c'est quoi? C'est la manière dont on assemble les différentes énergies pour satisfaire l'ensemble des besoins énergétiques. On pense à l'électricité, mais il y a évidemment les besoins énergétiques liés au chauffage, liés au transport, liés à la production industrielle, la chaleur, le froid. Le mix énergétique, c'est l'ensemble des énergies qui viennent concourir à la satisfaction de ces besoins énergétiques. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur le mix énergétique et sur son évolution? Eh bien, je pense que la première chose à avoir en tête, c'est que nous sommes dans un domaine dans lequel les technologies évoluent très vite et les coûts relatifs évoluent très vite aussi. Pour dire les choses autrement, le coût du photovoltaïque a baissé de plus de 80% en 10 ans, le coût de l'éolien de 40%, le coût du nucléaire a plutôt augmenté. Donc on voit bien qu'on est dans une situation dans laquelle, si on s'était posé la question il y a 15 ans de quel était le bon mix décarboné pour la France, on aurait très certainement apporté une réponse très différente à celle qu'on peut avoir aujourd'hui, compte tenu de l'évolution des coûts des énergies. Alors ceci doit nous conduire à une certaine humilité et aussi à une grande ouverture. Je crois qu'un principe important quand on réfléchit à l'avenir énergétique de notre pays, c'est qu'il faut garder une palette d'options ouvertes, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, parce que c'est la condition pour, au cours du temps, réussir à affiner les choix et être sûr, in fine, qu'on a un mix énergétique abordable. Je disais tout à l'heure, c'est un défi majeur de la transition énergétique, de faire en sorte qu'elle ne pèse pas excessivement sur le pouvoir d'achat des ménages et sur la compétitivité des entreprises. Et pour y arriver, il faut garder un choix ouvert. Alors un choix ouvert, ça veut dire quoi? Il y a quand même quelque chose, il y a des éléments qu'on connaît. On sait que la transition énergétique va s'accompagner d'une électrification accrue d'un certain nombre d'usages. Ça ne veut pas dire tous les usages, on en parlait avec les collègues industriels dans ce panel. Pour un certain nombre d'usages, l'électricité ne fera pas tout. Donc les gaz continueront à jouer un rôle, en particulier en matière industrielle, en particulier aussi sur des questions de mobilité lourde, que ce soit du transport maritime, de l'aviation, du train aussi dans certains cas. Donc certains usages vont être des usages électriques plus qu'avant, mais il va rester des usages pour le gaz. Et ce que nous devons trouver ensemble, c'est la bonne complémentarité entre ces énergies, ce qu'on appelle parfois la notion d'intégration sectorielle. Alors, 2 mots, si vous me le permettez, sur les énergies renouvelables électriques, pour dire que, évidemment, ça soulève des questions particulières, et je pense que Soisic, qui en est très, très spécialiste, ne me démentira pas. Il faut veiller à la compatibilité de ce développement des énergies renouvelables électriques avec des questions en particulier de biodiversité. On y consacre beaucoup de moyens.
c'est important. Il faut veiller aussi à l'acceptation locale de ces solutions. Et là aussi, c'est un enjeu majeur et c'est un enjeu sur lequel le groupe Engie veut être exemplaire. Nous devons faire les choses en dialogue avec les communautés pour nous assurer que les projets sont bien appropriés localement. Ça, c'est pour les ENR électriques. Sur les gaz, un mot pour se dire qu'il y a plusieurs types de gaz renouvelables. Alors aujourd'hui, le gaz, et ça a été rappelé, le gaz est fossile. Il reste néanmoins indispensable dans le mix énergétique français. Une journée froide en hiver, le gaz dégage 1,5 fois plus de puissance que le système électrique dans son intégralité. Donc on a besoin de gaz. L'enjeu, c'est de réussir à le verdir. Réussir à le verdir, ça veut dire quoi? Ça veut dire deux choses. Utiliser du méthane vert. On pense en particulier au biométhane dans les territoires, des installations agricoles qui, à partir de déchets, produisent du biométhane. C'est à la fois de l'économie circulaire et c'est la même molécule de gaz que celle qu'on importe de Russie, pour dire les choses de manière simple. Donc c'est de l'indépendance énergétique aussi. Ça, c'est le biométhane. Il y aura d'autres familles de méthane vert. Et puis, nous croyons beaucoup, et nous sommes plusieurs, je crois, autour de cette table, à croire beaucoup à l'hydrogène renouvelable. Donc, l'hydrogène qui est produit à partir d'électricité renouvelable. Et c'est un grand potentiel, évidemment, dont on doit réussir à faire, on pourra y revenir, mais dont on doit réussir à faire baisser le coût. Voilà, un dernier mot pour dire qu'on a le grand plaisir de fournir de l'énergie verte à Orange, avec qui nous avons un PPA, et puis à décarboner avec Michelin un site de Clermont-Ferrand, où on cherche à la fois la sobriété énergétique et puis la récupération de la chaleur fatale pour chauffer des logements. Très bien, merci beaucoup Madame Faisan. Moi qui suis le plus profane, je pense, sur cette table ronde, j'ai déjà bien compris à la fois les enjeux puis la manière aussi dont ça peut se mettre en place. Merci beaucoup pour ces éléments. Monsieur le Président, je voudrais me retourner vers vous à votre tour. Comment, à l'échelle d'une région, on l'a vu au niveau des grands groupes, on sait qu'ils sont très partenaires des grandes régions, évidemment, mais comment, à l'échelle comment les pouvoirs publics, finalement, vous l'avez parlé, les politiques publiques, les pouvoirs publics, arrivent à se saisir, et j'aimerais vous entendre aussi sur la question du changement. Les agriculteurs qui ont toujours fait comme ça, le cimentier qui a toujours fait d'une certaine manière, on en reparlera avec Michelin sans doute également, ce qu'on pourrait appeler presque un changement un peu culturel dans les pratiques. Comment on peut faire la région pour inciter à ce changement et accompagner ? C'est un peu l'expérience que nous avons vécue depuis 12-15 ans. Je parlais des scientifiques. D'abord, réchauffement climatique, climato-sceptique, mix énergétique. On sait très bien qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas un projet de territoire, on peut être pour le mix énergétique, mais contre les éoliennes, contre les fermes photovoltaïques. C'est tout le paradoxe de la France. Et on voit bien qu'aujourd'hui, le débat sur le nucléaire revient. Donc il faut continuer à travailler. On a une puissance intellectuelle de recherche dans les universités que l'on finance par ailleurs avec nos impôts et que l'on n'utilise pas, que le gouvernement n'utilise pas, que les pouvoirs publics n'utilisent pas, que les grandes entreprises n'utilisent pas, parce qu'on préfère aller chercher des grands cabinets d'études plus ou moins américains qui recopient chaque fois leurs grandes études pour des résultats en matière d'action publique voisine de zéro. Nous, on a fait le pari de nous appuyer sur la recherche publique. Pas simplement d'ailleurs sur le plan climatique, sur le plan technologique et sur le plan industriel. Si je rentre maintenant dans le détail, donc convaincre, il vaut mieux quand même, on le voit bien sur la crise sanitaire, même si on râle contre un certain nombre de scientifiques, on les écoute quand même un peu. Parce qu'ils vivent au quotidien le problème du Covid. Ensuite, après, il faut rentrer dans le concret. Madame Faisan parlait tout à l'heure du photovoltaïque. On a un gros débat aujourd'hui avec Engie, avec Neoen, sur une ferme photovoltaïque de 1000 hectares. Qui n'est pas sans poser de problème avec les riverains, nos concitoyens. Moi, je poserais le problème autrement. Si on parle de bilan carbone, il faut parler de bilan carbone complet. D'où vont venir ces cellules photovoltaïques? Est-ce qu'on est capable de les déconstruire? Est-ce qu'on est capable de récupérer de ces cellules photovoltaïques les métaux rares
pour lequel nous sommes dépendants de la Chine. Tant que nous n'aurons pas travaillé avec un système complet du cycle carbone, les entreprises, les pouvoirs publics, nos concitoyens, on n'aura pas avancé. On n'aura pas avancé. Aujourd'hui, on a à notre disposition, dans ces laboratoires dont je parlais tout à l'heure, des sauts technologiques qui concernent les cellules photovoltaïques. La dernière usine de cellules photovoltaïques qui était à Toulouse a fermé. Il faut impérativement qu'à l'échelle européenne, nous réacquérions ces compétences. Sur le plan de l'électronique, nous dépendons en quasi-totalité sur les bases, enfin, sous votre contrôle, de la Chine et de l'Inde, enfin des pays d'Asie du Sud-Est. Il faut donc qu'on réinvente tout cela. Encore une fois, on ne va pas concurrencer la Chine, mais qu'au moins nous nous engagions dans une économie circulaire globale. Regardez, aujourd'hui, vous avez vu les articles du Monde de la semaine dernière, on a un certain nombre de terres rares qui vont provoquer aux États-Unis un conflit majeur d'occupation des sols, parce que ça concerne le lithium, notamment pour les batteries. Comment va-t-on produire le lithium? Est-ce qu'on va l'extraire au Canada? Est-ce qu'on va l'extraire en Nouvelle-Calédonie? Est-ce qu'on va l'extraire? Donc on a ce travail à faire. Si je viens au niveau de l'agriculture, problème aujourd'hui, les éleveurs vivent mal. Consommation de viande qui diminue, on a des problèmes avec la production laitière, mais en même temps, si on perd ces éleveurs, on perd les pâturages et on perd le stockage du carbone. Donc comment fait-on avec la profession pour maintenir l'élevage? Je présente des choses qui sont totalement éloignées, Oui, mais en même temps, elles font peut-être ça partie du fait débat partie aujourd'hui. du bilan carbone. Et donc, sur ces deux points, comment agissons-nous? Nous sommes en train d'organiser d'une manière systémique les systèmes de déconstruction et de récupération de métaux rares ou de terres rares, notamment avec l'économie sociale et solidaire. On est en train de développer, avec une entreprise qui s'appelle Envie, la déconstruction des cellules photovoltaïques. Je voudrais qu'on aille plus loin. Comment déconstruit-on un portable? On le broie. C'est du gâchis. Mais on ne sait pas. Aujourd'hui, on n'a pas les technologies qui permettent de récupérer dans ce portable ce qu'on pourrait reprendre pour le reuse. Vous voyez ce que je veux dire? Les ordinateurs, pareil. On parle aujourd'hui de l'emploi de demain ou d'après-demain. Ben voilà. Si nous ne faisons pas cette économie circulaire, nous n'aurons rien compris à la crise que nous venons de vivre et aux emplois que nous devons produire. Et c'est là où l'Europe peut être un modèle. On nous dit souvent, mais vous voulez mettre à un niveau d'exigence en Europe, voire en France, tel que sur le plan de la compétition internationale, on va y perdre. Non. C'est sur la base de nos critères que se fera le monde de demain. Et je pense que la société, c'est-à-dire la masse des consommateurs, nous demande cela. Demande cela à Engie, demande cela à Michelin, demande cela à des pouvoirs publics comme celui que je préside. Comment va-t-on fabriquer l'hydrogène demain? C'est pas si simple que ça. Parce que la quantité d'hydrogène produite, pour notamment assurer la motricité des trains, des bateaux, on est loin d'être au compte. Hein. Il y a de la chaleur fatale, il y a plutôt de l'hydrogène fatal qu'il faut d'abord qu'on récupère. Et on est dans ce cycle. Moi, j'apprécie beaucoup les travaux de recherche qui sont faits chez Michelin. J'ai découvert en allant les visiter que le pneu était quelque chose un objet hyper complexe. Et je sais qu'aujourd'hui, la recherche de Michelin vise à réduire
les microparticules qui se dégagent des pneus des camions quand ils traversent la Nouvelle-Aquitaine. Je me permets une incitation auprès de mon voisin pour qu'il renforce ce type de recherche, parce que c'est aussi un problème carbone important. Merci. En effet, on reparlera tout à l'heure avec Olivier, mais peut-être tout de suite, d'ailleurs, vous pouvez rebondir sur la manière. Alors, moi aussi, j'ai découvert en étudiant un peu le sujet pour préparer cette thématique, une technique hyper complexe, à la fois une ingénierie fabuleuse, quoi, pour essayer justement de réduire l'empreinte, je le dis généralement. Olivier, peut-être un point de vue, Oui, et un témoignage. Et merci, Monsieur le Président, d'aborder ce sujet. Oui, le pneumatique, c'est très très complexe. Hein. C'est plus de 200 matériaux qu'on doit assembler, issus de l'industrie chimique, et on est très très engagé. Ce qui est important, c'est de bien analyser l'ACV, l'ensemble de l'analyse du cycle de vie, et pas simplement sa fabrication, et y compris la phase usage du pneu. Et donc, ce dont vous parliez, par exemple, des émissions. Alors, je vous coupe la parole 30 secondes avec la permission du patron, Je vous en prie. si j'ose dire. On est en étude ensemble, parce que dans la fabrication du pneu, c'est un nom qui ne me revient pas à l'instant, le projet de recherche que l'on soutient, Le butadiène, c'est de biosourcer le butadiène. C'est ça. Oui. C'est-à-dire, si on arrive, et nous avons la première forêt d'Europe, si on arrive à faire de la chimie avec le bois, avec la résine, C'est ça. si l'on arrive à éco-concevoir les principes actifs de nos médicaments, la planète va y gagner d'une manière incroyable. On évitera tous ces déplacements de matière en provenance de la Chine à travers le monde, et la fabrication des pneus deviendra plus vertueuse. Oui, alors effectivement, pas très loin d'ici, à Bassins, on a notre usine qui fabrique le caoutchouc synthétique. Et c'est un centre de recherche, à la fois une usine et un centre de recherche. Et elle est très très engagée sur les matériaux biosourcés et sur le recyclage des matériaux usagés. Et on a ce projet donc butadiène, issu à la fois du riz et du maïs et du pain. Voilà. On a d'autres projets tels que le polystyrène. Là, c'est régénérer le polystyrène. Et là encore, l'usine de Bassins aura le site pilote, qui est à partir du polystyrène, revenir au styrène, qui est un élément fondamental pour la fabrication du pneu. Et ça va dans le même sens. Merci. Merci Olivier. Je me retourne vers vous, Sophie, pour évoquer, on a parlé, ça tombe bien, de Nouvelle-Aquitaine. Il y a aussi des dispositifs, des fonds. Il y en a un même en particulier qui s'appelle Vitirev Innovation, si je ne me trompe pas. Sophie, est-ce que vous pouvez nous en parler? Parce que ça, c'est un levier financier et d'innovation pour, je dirais, commencer et embarquer un peu la dynamique sur ces questions, même si elle est déjà lancée par ailleurs. Bon, merci. Voilà, je vais être très heureuse d'en parler, même si je pourrais laisser le président. Oui, bien sûr. On partage je vais parler sous son contrôle. Effectivement, nous avons été très, très heureux de participer à une très belle initiative d'un point de vue public-privé, et qui montre bien, comme c'était dit tout à l'heure, qu'en fait, les territoires ont un vrai rôle à jouer. La neutralité carbone, c'est d'une grande complexité. Ça vient d'être dit par tous ici. Les innovations, le défi a été remarquablement relevé au cours des 10 dernières années, que ce soit le coût de l'énergie, que ce soit au niveau du numérique. Le digital permet aussi de massifier, ce qu'on ne pouvait pas faire. On pouvait faire des petits traitements, j'ai envie de dire homéopathiques. Grâce au digital, on peut faire des traitements de masse. Et on a la chance d'avoir chercheurs, je préfère le terme d'inventeurs, de véritables inventeurs en France, et il y a une vraie place à jouer. On l'a vu pour nos entrepreneurs, des jeunes qui sont également très entreprenants dans les énergies renouvelables. Nous avons, accompagné, je voyais Valorem hier au dîner, nous avons accompagné Solaire Direct qui a été racheté ensuite par Engie, nous avions accompagné Quadrant qui a été racheté par Total, Valorem lui est resté avec des financiers. De la même façon, nous avons accompagné également des solutions pour l'efficacité énergétique, beaucoup du bâtiment. Des industriels ensuite reprennent ces innovations pour leur donner une plus grande ampleur. Et puis sur les innovations, moi j'étais la semaine dernière également à un colloque sur l'intelligence artificielle. J'en suis revenu également avec de nouvelles espérances.
Je crois il faut accélérer, on n'a plus le choix et il faut être optimiste. Donc on trouve vraiment des choses et j'ai fait aussi un petit peu d'inventaire, je vous les ai jamais comptés. J'ai regardé chez nous, notamment dans le domaine du monde agricole, qui est devenu un gros sujet dont personne ne parlait il y a 5 ans, où personne n'agissait, peut-être il y a 5 ans, mais aujourd'hui c'est devenu une priorité. Eh bien, j'ai vu que dans les sociétés que nous accompagnons, nous, chez Demeter, on a accompagné une trentaine dans ce domaine de l'agri-innovation. Eh bien, un tiers d'entre elles ont déjà recours à l'intelligence artificielle. Donc, je suis optimiste du côté des innovations. On n'est pas à l'abri de sauts quantiques qui vont nous permettre également de trouver des solutions qui nous permettront sans doute de reconsidérer les choses. Alors, je vais revenir à l'intérêt également. Bon, la région Aquitaine est exemplaire, mais des actions qui se font localement. Parce que la problématique, elle est extrêmement complexe, mais il faut passer à l'action. Il faut aussi montrer l'exemple. Et grâce à la décentralisation, les territoires ont véritablement un rôle à jouer. Et comme l'a dit également très justement le président, il faut également avoir des circuits courts. Les circuits courts, ça veut dire qu'il faut être en région. On peut le faire en énergie, on peut le faire en ressources agricoles, on peut le faire également en industrie. On peut s'organiser pour limiter et également toutes les émissions liées au transport. Je suis fier également d'accompagner une société qui s'appelle ESUS, dans le domaine où on fait beaucoup de travaux du recyclage des déchets de chantier. On utilise le digital, merci à Orange, pour limiter les parcours et pour remettre les déchets de chantier à l'endroit le plus optimal, tout ça avec une parfaite traçabilité. On a dans le domaine agricole de véritables actifs. On en a un très important dans cette région, vous connaissez tous, c'est la viticulture. Un actif qui nous est cher, c'est notre patrimoine, qui doit effectivement se transformer parce qu'il est très perturbé par le réchauffement climatique. Et puis, les chercheurs le montraient, Hervé Le Treut a beaucoup travaillé. On n'est pas sûr que ça ne va pas continuer. Il y a le dioxyde d'azote qui est quand même un élément perturbateur en termes d'environnement. On a notre biodiversité à bien évidemment préserver. Donc, il y a eu un choix qui a été fait très, très fort par la région de présenter un programme vraiment d'innovation, de grande envergure, territoire innovant, grande ambition. Et moi, je suis convaincue qu'en mettant autour de la table à la fois la région, à la fois la Banque des territoires, des financiers, des entrepreneurs, des industriels clés dans toute la chaîne de valeur, que ce soit les châteaux producteurs, que ce soit ensuite les industriels qui participent à la production jusqu'à la commercialisation, eh bien, on arrive à reconstituer différemment, reconfigurer un autre écosystème qui permettra d'être compatible également avec la neutralité carbone. Donc c'est un grand espoir que l'on met dans les mains de nos inventeurs, un grand espoir aussi que l'on met dans les mains de nos chefs d'entreprise qui deviennent très talentueux. Et puis nous, financiers, on est là pour les accompagner, pour apporter notre savoir-faire avec un écosystème qui fonctionne pour s'orienter vers la neutralité carbone. Et une fois qu'on aura montré que ça marche, eh bien d'autres territoires pourront faire la même chose, j'ai envie de dire. Merci Donc beaucoup. merci encore à la région de nous avoir fait confiance. J'en profite, le président est là et nous travaillons pour être à la hauteur des attentes de chacun sur la table. Et de notre palais, parce qu'en quelque sorte, vous travaillez aussi à notre goût, au final, au bout de la chaîne, comme on dit. Et c'est vrai que dans la région, ça a son importance, mais pas seulement. Marc Blanchet, j'aimerais qu'on regarde aussi, vu qu'on est sur une table ronde sur les leviers, donc on regarde les leviers, par où il y en a multiples, on vient d'en aborder certains. Il y en a un qui est intéressant, on peut peut-être se focaliser dessus, c'est la question du sourcing, vous allez pouvoir nous l'évoquer. Orange, vous l'avez dit, comme les autres opérateurs de télécommunications dans le monde, est un peu au milieu du gué. Hein, vous l'avez dit, on est un peu à la fois acteur et en quelque sorte parfois consommateur d'énergie. Cette question de sourcing, c'est quoi? C'est aller chercher, acheter de l'énergie, qu'elle soit éolienne, solaire, un peu verte, en quelque sorte, pour compenser. Racontez-nous un peu comment ça se fait. Et si je ne me trompe pas, ça se fait, vous l'avez évoqué, Claire Vaison, en partenariat avec Engie.
Tout à fait. C'est-à-dire qu'après avoir essayé de limiter autant que possible notre consommation, hein, l'énergie la plus verte, c'est celle qu'on n'utilise pas, hein, on est d'accord. Donc il y a effectivement la question de ce mix. Alors on achète beaucoup d'électricité, même si on a un peu le sujet de nos voitures, des techniciens qui interviennent et on traite comme tout le monde, on progresse aussi. Donc effectivement en France, on a un mix énergétique qui est déjà relativement décarboné, mais d'une part ça ne suffit pas. Et on veut aller plus loin. Et c'est pour ça qu'on a engagé déjà il y a plusieurs années, 2 ou 3 ans, des réflexions autour de ce qu'on appelle les PPA. En fait, c'est des contrats où un client comme nous s'engage vis-à-vis d'un fournisseur à acheter une capacité d'électricité. Et ça permet à ce partenaire de construire, d'entretenir un parc d'éolien, de construire des parcs photovoltaïques pour fournir. Donc c'est cette prise de risque partagée finalement hein, qui est supportée pour nous par un engagement d'achat dans la durée. Qui nous permet de diversifier notre sourcing. Alors, on a effectivement cherché des partenariats dans le domaine de l'éolien ou du solaire en particulier avec Engie. On a été un des acteurs qui a poussé ces sujets-là depuis longtemps. C'est pas si simple, mais c'est un levier effectivement majeur. C'est une prise de risque partagée. Alors, on n'est pas au bout. Je pense qu'aujourd'hui, on recherche ce type de développement dans la durée. On sait qu'effectivement, en France, ça prend du temps. Et puis, c'est un élément d'un système. Et je vais élargir un petit peu. C'est bien d'acheter de l'énergie verte, hein, mais quand il y a un peu moins de vent ou quand il y a un peu moins de soleil, il y a des variabilités. Comment on gère le système? Comment on gère la mixité des approvisionnements? Comment peut-être on utilise aussi des actifs de l'entreprise comme Orange. Orange, un opérateur, on a pas mal de batteries. Souvent, au pied d'une antenne mobile, on a une batterie, juste en secours, hein, si jamais il y a une coupure de l'accès énergétique. Est-ce qu'on arrivera demain, il y a beaucoup de recherches autour de ces thèmes, hein, à utiliser aussi ces batteries pour un moment donné, quand il y a des pointes de consommation sur le réseau, non seulement pas tirer sur le réseau, voire lâcher une partie de notre puissance dans le réseau et recharger ces batteries au moment où l'énergie sera plus efficace. Donc c'est un sujet, effectivement, un mélange de mix énergétique de différentes sources, à la fois traditionnelles et en co-investissant ou en participant à des prises de risques industriels sur des projets à long terme, mais aussi de technologie pour être capable d'équilibrer ça au mieux. D'accord. Merci beaucoup, Marc. J'excuse le président Alain Rousset qui nous a fait le plaisir de participer au début, mais comme prévu, n'a pas pu rester jusqu'au bout. Donc merci à vous, Monsieur le Président. Claire Vézin, je vous propose qu'on revienne, on l'a abordé d'ailleurs tout à l'heure, sur ce levier que pourrait être, ou est déjà d'ailleurs, l'hydrogène vert, qui est quand même là aussi débattu, on l'a entendu. Et comment, du côté d'Engie, vous comptez l'utiliser de plusieurs manières pour aller vers cet objectif de décarbonation que vous partagez tous dans vos groupes? Merci. Je vais en dire un mot, mais je crois qu'il y a d'autres personnes, et je pense notamment à Michelin autour de la table, avec qui d'ailleurs nous travaillons sur l'hydrogène vert, qui seront intéressés à en parler. Alors, l'hydrogène vert, on parlait tout juste de la question de l'intermittence. Hein. L'intermittence, vous l'avez tous en tête, c'est le fait que les énergies renouvelables électriques, solaires ou éoliennes, ont besoin de conditions de soleil et de vent satisfaisantes pour pouvoir produire. Alors, j'ouvre et je ferme une parenthèse pour dire que quand on parle d'éolien en mer, il faut avoir en tête que quand on installe une éolienne en mer, elle a ce qu'on appelle un facteur de charge beaucoup plus grand, c'est-à-dire que les conditions de vent sont en mer beaucoup plus fortes, beaucoup plus régulières, et donc très, très propices à l'éolien. Et je referme cette parenthèse, mais ça n'est pas indifférent dans une région comme celle-là, et compte tenu de l'ampleur des côtes que nous avons en France. Il reste évidemment donc que les énergies électriques renouvelables sont des énergies intermittentes. Hein. Pour autant, on a vu que leur coût a beaucoup baissé. L'avantage des gaz verts, c'est en partie de faire face à cette intermittence. Et en particulier, je pense à l'hydrogène vert. L'hydrogène vert, c'est de l'hydrogène que vous produisez à partir d'énergies renouvelables et que vous pouvez produire à un moment où il n'y a pas d'autres usages pour l'énergie renouvelable, quand vous avez des surplus. Alors, est-ce qu'on aura assez d'hydrogène vert? Je pense que ça pose 2 questions. La première, c'est la question des usages. Vous avez raison de le rappeler. Les usages que nous voyons pour l'hydrogène vert, ce sont notamment des usages industriels, et on pourra y revenir, et ce sont des usages de mobilité lourde. De l'hydrogène vert ou des dérivés d'hydrogène vert. Il faut avoir en tête que l'hydrogène peut s'utiliser comme hydrogène, peut aussi s'utiliser sous d'autres formes, et quelque part être à la base de e-fuel pour l'aviation, par exemple. On remet du carbone et on refait des molécules qui sont des molécules qui sont les mêmes que celles qui sont utilisées. Ça permet d'utiliser du carbone qui a été capté
et d'être dans un cycle qui est vertueux. Donc l'hydrogène et ses dérivés, ce sera très certainement des solutions très importantes pour la mobilité. Ça existe déjà en France, hein, on n'est pas en train de parler de fiction. J'étais hier dans un centre de bus dans le nord de la France, dans lequel, près de Béthune, dans lequel il y a aujourd'hui 6 bus qui, tous les jours, roulent à l'hydrogène et donc qui émettent 0 g de CO2 et qui dégagent de l'eau quand ils roulent, de la vapeur d'eau. Voilà. Donc ça existe. On pense vraiment qu'il y a des usages de mobilité lourde et industrielle. Est-ce qu'il y en aura assez ? Ça renvoie à la question de où sera produit demain l'hydrogène vert. Notre conviction, c'est qu'il y aura beaucoup de production qui pourra se faire en France. Mais pas seulement. Je pense qu'il faut avoir une vision non autarcique de ce sujet-là. L'hydrogène vert demain pourra aussi être produit ailleurs en Europe, dans des zones où l'énergie renouvelable serait moins chère. On pense en particulier au sud, mais il peut y avoir d'autres régions pour l'éolien. Et puis certains de nos voisins, je pense à l'Allemagne par exemple, font le pari de l'hydrogène vert importé. Et donc pense que l'hydrogène vert pourra être produit et on voit de plus en plus les acteurs s'organiser. À la COP, par exemple, le Chili, la Belgique, et nous étions là, ont signé un accord pour la production d'hydrogène vert dans un territoire comme le Chili, où il y a énormément d'énergie renouvelable pas chère, il y aura énormément d'énergie renouvelable pas chère, et l'importation en Europe. Alors ça renvoie à un dernier point que je voulais aborder. Attention à ne pas diaboliser le commerce mondial. C'est-à-dire que on a bien sûr aujourd'hui des économies qui sont très interdépendantes et le Covid l'a montré. Et dans un certain nombre de cas, on se dit peut-être qu'on est allé trop loin et peut-être qu'il y a des besoins de localisation en Europe de certaines productions. Je pense que ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, l'ensemble des énergies, et c'est vrai également du nucléaire avec l'uranium importé, sont des énergies qui sont des énergies dans lesquelles la France n'est pas en autarcie. Alors, la seule peut-être sur laquelle on est vraiment en autarcie, c'est le biométhane, puisque là, ce sont vraiment des déchets agricoles dans les territoires. L'important, si on continue si on est dans un monde dans lequel on va continuer à importer de l'énergie, c'est d'éviter des dépendances excessives de l'un ou l'autre des importateurs, donc d'avoir une diversification des sources, c'est vrai aussi aujourd'hui. Et puis de décarboner le commerce mondial. Et quand on parle d'hydrogène, quand on parle de biogaz de manière générale, ce sont des très bons vecteurs de décarbonation du commerce mondial. Engie vient de faire un partenariat avec CMA-CGM pour travailler ensemble aux solutions de décarbonation du commerce mondial. Donc je pense qu'il faut l'avoir en tête parce que qu'il y ait de la relocalisation de production en France et en Europe, c'est très certainement une voie et on va voir jusqu'où on va pouvoir aller. Mais je pense qu'il ne faut pas basculer dans l'idée que le monde deviendrait autarcique et donc il faut travailler à décarboner aussi la manière dont on peut faire du commerce mondial parce qu'effectivement aujourd'hui l'empreinte du commerce mondial, si elle n'est pas décarbonée, est un sujet bien sûr. Merci beaucoup. Alors on me glisse parce que j'ai une petite oreillette qu'on est un peu en retard. Donc Olivier, je vous propose pour avoir une égalité complète dans nos intervenants de faire un dernier mot parce que vous avez peut-être eu un peu moins de temps de parole même si on n'est quand même pas encore dans ce type de débat. Peut-être pour nous parler d'un sujet qui moi me paraît important, qu'on pourrait considérer comme un levier humain, c'est aussi on l'a un peu évoqué tout à l'heure avec le président Alain Rousset, le changement culturel que ça génère pour les professionnels en particulier. Je pense aux ingénieurs ou aux équipes d'ailleurs en général qu'il peut y avoir dans les 17 pays sur lesquels est installé Michelin. Comment vous, qui êtes sur la performance énergétique, vous arrivez à les convaincre quand leurs objectifs sont parfois contradictoires avec la décarbonation ? Voilà, merci. En quelques minutes, s'il vous plaît. Oui, convaincre, c'est compliqué. Ça ne demande pas beaucoup d'investissement CAPEX, mais c'est peut-être plus compliqué que les solutions techniques. Moi j'entends trop souvent dans nos usines, on a toujours fait comme ça, comme vous le disiez tout à l'heure. Il faut changer nos habitudes, il faut changer nos comportements. Et surtout, malheureusement, j'entends trop souvent « Ah, la décarbonation, le zéro émission, c'est à la mode. » Ah, c'est à la mode. Non, c'est pas à la mode. Notre feuille de route, elle est réaliste. C'est une feuille de route qui va durer 20 ans, 30 ans, et on a besoin de vous. Voilà. D'accord. Le langage est simple. Voilà. Bon.
Écoutez, et je vous laisse développer, pardon, allez-y. Et je voudrais revenir sur l'hydrogène. Hein, et là, effectivement, on est convaincu que l'hydrogène aura une place très très importante. Elle en a déjà aujourd'hui. Hein, on a des projets qui sont déjà réalisés, hein, de stations hydrogène dans une de nos usines à Vannes. On participe aussi, hein, à la vallée zéro émission. Et on a des projets sur certaines usines. On a encore un mix énergétique qui est à 60% thermique. Hein, donc du gaz, du méthane, ça c'est compliqué à décarboner. Hein, et là, avec l'aide d'Engie, hein, on travaille sur quelles vont être les solutions techniques dans nos usines. On sait qu'on n'est pas prioritaire. La priorité, quand l'hydrogène vert sera disponible, ce sera bien évidemment le transport. Hein, mais dans nos usines, on est convaincu que des solutions telles que les cogénérations, hein, qui fabriquent à la fois de la vapeur et de l'électricité à partir aujourd'hui de méthane, on pourra le faire avec l'hydrogène dans quelques années. Très bien, merci beaucoup. Je n'ai plus qu'à vous remercier, à vous quatre. Vous êtes les premiers qu'on accueillait sur ces différentes tables rondes. Il va y en avoir plusieurs. Donc, Sophie Paturle, merci beaucoup de vous être déplacée et de nous avoir éclairé aussi sur cet aspect. Marc Blanchet, pareil, merci beaucoup de nous avoir embarqués aussi sur ces questions technologiques qui sont fondamentales. Olivier Sellos, merci de ce regard et bravo pour votre performance énergétique au sens propre comme au sens figuré. Et puis Madame Claire Vaison, merci beaucoup à la fois pour vos propos et pour le soutien de votre groupe par rapport à cette première table ronde. Merci à vous quatre.